je suis étudiant en prépa psychomote, donc j'étais dans la prépa, donc je sais peut-être que vous m'avez déjà vu dans les couloirs. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 sens, le fonctionnement, comment ça marche. Je ne suis pas un professionnel, mais c'est quelque chose que je maîtrise assez bien avec tous les cours de bio que j'ai eus. Donc on va essayer de voir un peu ensemble un contenu un petit peu simple, mais quand même assez complet. Donc du coup, on a 5 sens. On a le toucher, l'ouïe, la vue et l'odorat. Ils sont chacun reliés à un organe sensoriel qui respectivement sont la peau, les oreilles, les yeux, le nez et la langue. On va voir comment ça marche, qu'est-ce qui se passe quand on touche une poêle brûlante, quand on touche un chat tout doux, pourquoi on danse quand on écoute de la bonne musique, pourquoi on tire la langue ou on grimace quand on mange quelque chose d'amer ou d'acide. On va voir ensemble donc tout ça, mais d'abord on va voir quelques petites définitions pour que vous puissiez un peu comprendre le sens du diapo. On va d'abord voir la définition d'un sens. Alors d'après le Larousse, la définition exacte c'est chacune des fonctions psychophysiologiques, assez dur comme mot, par lesquelles un organisme reçoit une ou des informations sur certains éléments du milieu extérieur de nature physique ou chimique. Alors les natures physiques ça va être pour la vue, le toucher et l'ouïe, et de nature chimique plus pour le goût et l'odorat. En gros, pour faire simple, un sens c'est la manière dont notre corps analyse, interprète et réagit aux informations que lui transmet le milieu extérieur. Ensuite, on va parler de stimulation. Alors la stimulation c'est le fait d'activer une action. En l'occurrence ici, ça va être le fait d'activer notre sens par le biais de petits stimuli, qu'ils soient visuels, gustatifs, auditifs, etc. La stimulation c'est la réception d'un ou plusieurs signaux environnementaux, comme par exemple un son, un goût, une odeur. Et enfin la perception c'est le processus par lequel un individu devient conscient de son environnement après la stimulation. Donc c'est le processus actif qui suit la stimulation. C'est la capacité de transformer une sensation en une image centrale dans le cerveau. Ça comprend l'intégration, la reconnaissance et l'association de différents signaux s'il y en a. Donc on va voir sens par sens comment ça se passe. On va commencer par l'ouïe. Donc l'ouïe ça passe par l'oreille. L'oreille ça ressemble à ça. C'est tout petit mais en vrai c'est assez complexe. On va commencer par avoir notre conduit auditif qui se trouve là, notre tympan, et puis après ça va passer dans l'oreille moyenne et l'oreille interne qui sont un peu cachées derrière et que vous voyez un petit peu mieux là. En fait, les sons, ce sont simplement des vibrations. Les vibrations, elles vont venir passer dans notre conduit auditif, taper contre notre tympan. Et les vibrations vont venir faire vibrer tous les petits os que vous voyez dans l'oreille moyenne. Donc vous avez le marteau, l'enclume et l'étrier. Et ces vibrations, elles vont venir ensuite taper sur la cochlée. La cochlée, c'est l'oreille interne, qui est aussi l'organe de l'équilibre. Donc ils vont venir dans la cochlée, et la cochlée, elle va être reliée au nerf auditif. Donc le nerf auditif, il va transmettre l'information au thalamus. C'est un petit organe, une petite partie de notre cerveau qui se trouve alors à l'intérieur, sur l'image on ne voit pas, mais il est au milieu du cerveau. Et c'est ce thalamus qui va passer après dans l'aire auditif. Donc on va passer d'abord dans l'aire auditif primaire. C'est là que le message va être reçu, analysé pour une première fois. Et ensuite il va passer dans l'aire auditive associative. C'est ici qu'il va être identifié. On va vraiment savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une musique? Est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est une voix? À quoi ça correspond? Et c'est de cette aire-là que va partir la réponse. Par exemple, si vous aimez une musique bien et que c'est cette musique qui est jouée, votre cerveau va dire à votre corps danse parce que c'est cool. Et donc c'est à partir de là que tout part. Ensuite, on va voir qu'il y a quelques déficiences qui peuvent être liées à ce sens. Donc on va avoir par exemple de l'hyperacousie, qui est le fait de percevoir un son beaucoup plus fort que ce qu'il est en réalité. On va avoir des acouphènes, qui est le fait d'entendre des bruits dans une ou deux oreilles, mais qui n'existent pas dans la réalité. Ça peut être un bruit sourd, c'est assez dérangeant en général. On a la presbyacousie, qui est une surdité progressive. Donc ça, c'est lié à l'âge. Certains y échapperont, d'autres pas. C'est la génétique qui le décide en général. Et donc la déficience auditive, elle peut être donc partielle ou totale. En quel cas, on parlera de surdité.
La surdité, elle peut être liée à un problème de transmission du signal sonore dans l'oreille externe ou dans l'oreille moyenne. Donc ça peut être lié par exemple à un bouchon de cérumen ou simplement à une déficience du tympan. Ça peut être aussi lié à une maladie de l'oreille moyenne comme l'autospongiose, qui est une maladie qui va causer des problèmes au niveau de l'oreille moyenne. Sinon, ça peut être lié aussi à un problème du système nerveux central, donc un problème au niveau du thalamus. À partir du moment où le message nerveux va passer par ce système-là, s'il y a un problème ici, le message nerveux ne passera pas à la suite et du coup ne sera pas identifié et défini après par le cerveau comme étant un signal auditif. Il existe plusieurs techniques pour pallier à ce genre de déficience, que ce soit des amplificateurs auditifs, des implants cochléaires ou encore des audioprothèses. Sachez que ce genre de déficience touche quand même une personne sur 1000, donc c'est beaucoup, hein, on peut tous être touchés. Ensuite, on va passer au deuxième sens qui est la vue. Donc la vue, c'est l'œil. L'œil, c'est composé de la cornée. La cornée, c'est ce que vous trouvez ici. C'est la première barrière de l'œil. Ensuite, vous allez avoir la pupille, qui est le petit trou par lequel va passer la lumière. Vous allez ensuite avoir la rétine, qui est la première couche qui tapisse votre œil, qui va être remplie de cônes et de bâtonnets, que l'on verra après. Vous allez avoir le nerf optique qui se trouve là. Et ensuite, vous allez avoir la fovea, qui est le petit trou qui est là, qui est le point le plus net de notre vision. Et vous allez avoir le point aveugle qui diffère en fonction de l'œil de chacun. Les cônes et les bâtonnets. Les cônes, ça vous sert à voir dans le noir. Si je ne me trompe pas. Non, c'est l'inverse. Les cônes, ça vous sert à voir le jour, et donc à voir les couleurs. Donc là, c'est ceux qu'on va trouver en principe dans la fovea. Parce que quand vous allez voir une vision nette, ça va être en couleur, le jour, ça va être plus simple. Ensuite, les bâtonnets, on va les retrouver beaucoup plus en périphérie. C'est ceux qui vous vont servir en vision nocturne et en noir et blanc. Par exemple, quand vous voulez voir une étoile le soir, vous la verrez beaucoup plus facilement quand vous la regardez de côté que de face, au vu de la luminosité extérieure. Donc on a dit que la lumière, elle rentrait par la pupille. Une fois qu'elle est rentrée, elle va taper donc, sur la rétine. En théorie, elle tape sur la fovea, c'est là que vous verrez le mieux, donc c'est l'image qui sera la plus nette dans votre œil. Ensuite, arrivée par la fovea, par la rétine, elle va passer par toutes ces petites cellules. Donc vous allez avoir les cellules qui vont être d'abord ganglionnaires, puis bipolaires, puis les photorécepteurs, qui sont donc les cônes et les bâtonnets. La lumière, elle rentre comme ça, et elle ressort sous la forme d'un potentiel d'action qui va passer dans le nerf optique. Ce nerf optique va emmener le potentiel d'action dans le thalamus, encore une fois. Tous les sens quasiment passent par le thalamus et c'est lui qui va disperser après dans les aires qui vont correspondre. Donc on peut voir que ici c'est donc les aires qui sont à l'arrière de notre cerveau, donc d'abord le cortex visuel, puis l'aire visuelle associative. Mais avant ça, elle va passer par le chiasma optique, parce que vous avez une partie de l'œil qui va avoir à gauche et l'autre qui va voir à droite. Et la partie à droite va aller à droite, la partie à gauche va aller à gauche de votre cerveau. Donc tout se passe là-bas, et puis après c'est comme pour lui, c'est l'aire associative qui va reconnaître, signifier à votre corps qu'est-ce qui se passe, et envoyer une réponse adaptée ensuite. Il existe plusieurs déficiences de ce sens. Donc ça peut être un trouble de l'accommodation, donc ça peut le fait de voir flou quelque chose. Donc ça c'est lié à la cornée. Vous pouvez avoir des troubles de la motricité qui peuvent être liés à ce trouble-là. Quand on ne voit pas bien, on ne sait pas où on avance ou qu'est-ce qu'on fait. Il peut y avoir des atteintes rétiniennes, il peut y avoir des atteintes du nerf optique. Ces atteintes du nerf optique, elles peuvent être causées par un cancer, par une tumeur, par une pression qui peut être exercée dessus. Et puis ensuite, on a la cécité qui peut être en général totale ou pas totale. Non, c'est totale. La cécité, c'est totale. Pardon, je dis une bêtise. Donc la cécité, c'est totale. Elle peut toucher un ou deux yeux. Et quand on est aveugle, malheureusement, on ne peut rien faire contre ça.
Ensuite, on va passer au goût. Donc, le goût, ça se fait avec la langue. La langue, elle est composée de plein de petites papilles et bourgeons gustatifs qui se trouvent de partout, vraiment de partout sur la langue. Et la langue, elle est reliée à 2 nerfs crâniens. C'est ces 2 nerfs qui vont permettre de transmettre l'information au cerveau. Donc vous avez 4 goûts élémentaires qui sont dispatchés sur toutes les zones de la langue. Donc vous avez l'amer, l'acide, le salé et le sucré. La langue, vous pouvez la couper en 2, ça sera la symétrie des 2 côtés. Vous trouverez la même chose au niveau des 4 goûts élémentaires. Donc une fois le goût reconnu par la langue, les nerfs crâniens qui y sont reliés vont transmettre l'information au thalamus, puis à l'aire gustatif qui se trouve ici, au milieu de votre cerveau en fait. Et c'est là que va être triée l'info et va être reconnue et avoir une réaction adaptée au goût que vous avez ressenti. Les déficiences gustatives, alors elles peuvent être partielles ou totales, très souvent liées à l'odorat. C'est 2 sens qui sont liés. Quand vous perdez l'odorat, la plupart du temps, vous perdez le goût et inversement. Elles peuvent être liées par exemple à du tabagisme ou à de l'alcool. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire aussi, ça peut être un facteur de déficience. Ou certaines maladies aussi, comme le diabète, certains cancers, ou Alzheimer, Parkinson, ou encore la sclérose en plaques, qui peuvent amener à des déficiences neurologiques. Ensuite, on va parler de l'odorat, donc le sens qui est lié au goût. L'odorat, ça passe par le nez, donc vous pouvez voir un nez ici, la cavité nasale, avec la région olfactive, donc c'est là que vont être récupérées toutes les petites particules odorantes que vous allez ressentir dans votre environnement. Dans cette région olfactive, il va y avoir des cils olfactifs qui vont passer par la lame criblée de notre crâne. Donc la lame criblée, c'est un petit bout de notre crâne qui est fait de petits trous et qui se trouve juste au-dessus du nez. Ces cils vont être reliés au bulbe olfactif que vous voyez là. Et dans ce bulbe olfactif, vous aurez du coup les nerfs olfactifs qui vont être reliés directement à la partie du cerveau qui gère l'olfaction. Donc en fait, on peut ressentir entre 2000 et 4000 substances odorantes différentes. On a une tache olfactive par narine, donc 2 taches olfactives. Donc il y en a peut-être une qui ne peut ne pas marcher, mais l'autre peut marcher. On pourra quand même ressentir, ça sera moins fort, mais on pourra ressentir. Et en fait, c'est ces petits chimiorécepteurs qui vont être les odeurs que vous allez ressentir, qui vont être captés par les cils et ensuite transformés en messages nerveux, en potentiel d'action et messages nerveux qui vont être transmis par les nerfs olfactifs à l'aire du cerveau que vous pouvez trouver ici. L'aire olfactive, elle va donc intégrer, identifier et planifier une réaction adaptée. Mais ensuite, le message il va aussi passer par l'hippocampe, donc qui se trouve un peu plus à l'intérieur, et par le noyau amygdalien qui est dans le tronc cérébral. Ces deux parties du cerveau, elles sont reliées à la mémoire. C'est pour vous faire intégrer les odeurs. Et on dit souvent que les odeurs sont liées aux souvenirs. En général, quand on veut se rappeler de quelque chose, on peut ressentir une odeur, etc. C'est lié à ça. C'est justement parce que le message olfactif passe aussi par l'hippocampe et le noyau amygdalien. Donc voilà, ça nous permet ensuite de nous souvenir de ce que l'on a senti et d'avoir des souvenirs liés à des odeurs. Pour ce qui est des déficiences, on en a quelques-unes. On a la cacosmie, qui est le fait de sentir une odeur nauséabonde et persistante, mais qui n'est pas dans notre environnement. C'est juste notre nez qui ressent ça. On a la parosmie, qui est la distorsion des goûts et des odeurs. Donc encore une fois, on vient sur le lien avec le goût. Et puis sinon, on peut avoir des troubles quantitatifs, par exemple l'hyperosmie, qui est le fait de trop ressentir les odeurs, l'hyposmie, qui est le fait de les ressentir beaucoup moins, et ensuite l'anosmie, qui est le fait de ne rien ressentir du tout comme odeur. En cas de liaison des lobes temporaux, donc qui est là, et de l'autre côté, parce qu'on a 2 lobes temporaux, un à droite, un à gauche, là, donc c'est comme c'est là où se trouvent toutes les aires associatives, on ne sera pas en capacité de détecter les odeurs et leur intensité de manière normale. Donc on ne pourra pas réagir en conséquence. Si par exemple on a une liaison au lobe temporal et qu'on sent le gaz, on ne sera pas capable de ressentir que c'est du gaz et donc de se mettre en sécurité et de ne pas
s'intoxiquer. Ensuite, on va parler du toucher. Donc, le toucher, c'est le dernier sens. C'est l'un des sens les plus développés de notre corps. Entre autres parce que c'est la peau qui est le récepteur de ce sens et que notre peau couvre une surface totale d'environ 1,8 m², en fonction de la taille et du poids de chacun, bien évidemment. Donc notre peau, elle est constituée de 3 couches. On a d'abord l'épiderme en surface, puis le derme et l'hypoderme. Dans ces 3 couches, il y a 4 récepteurs qui vont nous permettre de ressentir des choses différentes. On va avoir les récepteurs de contact, de chaleur, de pression et de froid. Ces 4 capteurs sont reliés tous à des nerfs. Dans tout notre corps, on va avoir des nerfs qui parcourent notre peau. Et ces nerfs vont être reliés à notre moelle épinière qui va ensuite passer dans le tronc cérébral, etc. On verra ça après. On peut distinguer 2 voies de sensibilité de la peau, enfin du toucher du moins. On va avoir la voie lemniscale et la voie extra-lemniscale. La voie lemniscale, c'est le tact fin, le fait de sentir quelque chose de manière discriminative et précise. Elle correspond aussi à la proprioception, qui est le fait de ressentir nos membres dans l'espace. Et ensuite, on a la voie extra-lemniscale, qui correspond au tact grossier et aux sensations thermoalgiques, donc c'est-à-dire les sensations de température qui vont être liées aux récepteurs du froid et du chaud. Donc, une fois les sensations ressenties par nos capteurs, ça va passer par les nerfs sensitifs. Les nerfs sensitifs sont reliés à la moelle épinière ou directement au tronc cérébral, selon où ça se passe. Le tronc cérébral va faire passer le message au thalamus, qui va renvoyer l'information à l'aire somesthésique primaire, qui se trouve là, qui va passer l'information ensuite à l'aire somesthésique associative. C'est ici que va être identifié, analysé le message, et ensuite on va avoir une réponse adaptée qui va être renvoyée. En fonction de la sensation ressentie, le message va être plus ou moins rapide. Une sensation de chaleur ou une sensation de danger, la réaction va être plus rapide, parce que le corps va passer plus vite le message. En ce qui concerne les déficiences, donc on appelle la déficience liée au toucher, on appelle ça l'hypoesthésie. C'est le fait de ne pas ressentir par exemple la douleur, la chaleur ou même le froid. Ça peut être assez dérangeant, étant donné que le sens du toucher, c'est aussi très important pour notre survie. Si on ressent quelque chose de chaud, notre premier réflexe, ça va être d'enlever pour ne pas se brûler, pour ne pas mourir dans l'extrême. Donc les personnes qui souffrent d'hypoesthésie, ça peut être grave dans certaines circonstances. Ça peut être lié à l'âge, à certaines maladies comme le diabète, ou aux suites d'un AVC, ça peut être aussi lié à la sclérose en plaques. Donc la plupart du temps, c'est une atteinte neurologique. Donc c'est pas directement la peau, mais plutôt nos nerfs qui vont pas marcher correctement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, nos 5 sens, qui sont les 5 sens principaux que je viens de vous présenter, ils sont extrêmement complexes. Ils nous réservent encore plein de surprises et on ne les maîtrise encore pas totalement. Mais il existe aussi d'autres sens comme l'équilibrioception, la thermoception, la proprioception et la nociception. L'équilibrioception, c'est le sens de l'équilibre. La thermoception, c'est le sens de ressentir les températures, que ce soit le chaud ou le froid. La proprioception, c'est donc ressentir notre corps dans l'espace, comment nos membres bougent, comment nous on bouge. Et la nociception, c'est le ressenti du danger et de la peur. Le nombre de sens diffère en fonction des scientifiques, diffère en fonction des publications. Ça va changer. Il y en a qui vont en mettre beaucoup plus, il y en a qui vont en mettre beaucoup moins. Mais ça avance avec les recherches qu'on mène, ça avance aussi avec tout ce qu'on peut ressentir et comment la science évolue. Voilà. J'étais un peu rapide, je suis désolée. J'étais très stressée, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, j'y répondrai du mieux que je peux. Oui. J'ai une question par rapport aux femmes enceintes qui ont une sensibilité aux odeurs. Est-ce que c'est lié au lobe temporel ? En fait, c'est lié aux hormones. Les hormones qui vont être beaucoup plus présentes et du coup,
forcément ça va influer sur... en fait, les hormones, elles vont être fabriquées par l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus, c'est un organe du cerveau, une partie du cerveau qui est côté du thalamus. Donc, il y a forcément... Alors, je ne suis pas expert, je ne peux pas te dire pourquoi exactement, mais je suppose qu'il y a un lien avec le thalamus qui va forcément passer par là. Et donc, il y a moyen que ça joue en effet sur le fait qu'ils ressentent plus, ouais. Ça modifie ta perception du sens, en fait. Donc, c'est une sorte d'hyperosmie, totalement. Oui. Comment ça se passe après souvent un accident ou une opération quand il y a une perte de sensibilité, mais que ça revient avec le temps? Eh ben, c'est lié au nerf. Du coup, en fait, par exemple, si pendant une opération, on a été trop proche d'un nerf, ou pendant un accident, il y a un nerf qui a été touché, un nerf sensitif, si ça revient, c'est que le nerf, il n'a pas été touché trop grave. Donc ça peut revenir à force d'entraînement. Hein, on va faire de la kiné, on va faire plein de rééducation là-dessus. Mais si c'est sectionné, par exemple, complètement, là, la sensibilité, elle ne reviendra pas. Donc la plupart du temps, quand ça vient du toucher, c'est que c'est neurologique. C'est rarement parce que... Alors après, si vous avez, par exemple, la peau qui est brûlée, forcément, les capteurs qui seront dessus ne marcheront pas à cet endroit-là, mais ça ne vous enlèvera pas totalement la sensation du toucher sur tout le corps. Donc après, s'il y a un nerf qui est touché au niveau de la colonne, forcément, il y a des sensations qui seront amoindries ou totalement disparues. Ça dépend en fois du chirurgien si on s'est fait opérer ou de l'accident qui a été causé. Voilà. Oui. Le sens, l'équilibrioception, ouais. Ça fait appel à plusieurs organes des sens, non? Et est-ce que c'est pas ce sens-là qui est touché quand on a le mal de nerfs? Si, totalement. En fait, l'équilibrioception, elle va être liée à l'organe de l'ouïe, parce que c'est notre oreille interne, donc c'est là que ça se passe. Ouais. C'est ça qui va... On m'avait dit un truc, sur les bateaux, on m'avait dit que c'était un manque de coordination, tes yeux perdent le contrôle de ce qui se passe, tes oreilles aussi. Et en fait, du coup, ce sens-là, et du coup, ça fait des symptômes. Voilà, c'est ça. En fait, quand tu vas être sur un bateau, tu vas avoir une sorte de stabilité de tes yeux parce que toi, tu vas poser sur un point fixe, mais ton corps va ressentir une sensation de ballonnement, etc. Et du coup, ça va totalement perturber ton cerveau parce que ton oreille interne va te dire tu bouges, mais tes yeux vont te dire non, tu ne bouges pas. Et du coup, ça va perturber totalement ton cerveau et c'est ça, effectivement, qui va faire que tu vas te sentir mal, tu vas avoir envie de vomir. D'où le fait que les gens qui ont des problèmes d'oreille interne, leurs symptômes des fois ressemblent à quelqu'un qui pourrait avoir un mal de mer par exemple. Exactement. Donc c'est le problème d'équilibre, c'est l'oreille interne. Voilà. Est-ce que vous en avez d'autres questions? J'espère que j'ai été clair, pas trop... On a eu l'otite, je ne sais pas si tu peux répondre à la question, c'est comment? L'otite, oui, je le savais. L'otite, ça va être, je crois que c'est le tympan qui est touché. Et ça se soigne, c'est pas irréversible, mais du coup, ça va plus être au niveau de l'oreille externe. Il me semble que c'est ça. Et du coup... Après, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans l'otite vraiment, mais c'est, je crois, une sorte, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est une sorte d'infection au niveau de ton oreille. Non, je peux répondre. Allez-y. L'otite, oui. Ça veut dire, quand un terme se termine par it, ça veut dire inflammation. Inflammation, oui. Donc une otite, c'est une inflammation de l'oreille. Et de façon générale, c'est l'oreille externe et un petit peu l'oreille moyenne. Donc c'est le tympan qui fait la jonction entre les deux. Et en général, c'est une infection par un germe, par un virus, quelquefois, mais surtout par un germe. Et ça entraîne, comme toute inflammation, une sécrétion de liquide. Et donc dans l'otite, on va avoir d'une part le conduit auditif qui est très inflammatoire, rouge, sensible, hyper vascularisé. Ça c'est l'inflammation
inflammation, par définition, et comme il y a infection, il va y avoir accumulation des globules blancs, c'est-à-dire un peu les éboueurs de l'organisme qui viennent bouffer les microbes, et on va avoir donc du pus. Le pus, c'est l'accumulation de ces globules blancs. Et cette accumulation de pus et de liquide se fait un peu sur l'extérieur, mais se fait derrière le tympan. Et que donc on va avoir une collection de pus en arrière du tympan. Et le traitement, alors quand c'est pas trop méchant, c'est les antibiotiques. Et quand c'est un peu plus méchant, à ce moment-là, et on le voit souvent chez l'enfant, chez le bébé, chez l'enfant, moi j'en ai fait beaucoup avec un otoscope, et on a une petite lancette et on perce le tympan dans la partie inférieure de façon à ce que le liquide, le pus qui est accumulé derrière le tympan puisse s'écouler de façon à drainer, comme si vous avez un abcès, ben vous le drainez. Et là, c'est une sorte d'abcès derrière le tympan que l'on fait couler. Mais actuellement, c'est le traitement par les antibiotiques. Pourquoi le sens du toucher est dissocié de la thermosensibilité? C'était dans le... Oui, c'est la thermoception. Ouais. Bon, en fait, il n'est pas totalement dissocié. En fait. Parmi tous les sens que je vous ai cités à la fin, ils sont tous liés plus ou moins aux 5 sens principaux qu'on a. Donc forcément, la thermoception, voilà, on va dire que c'est ça. Mais selon les scientifiques, selon les publications, on va trouver 2 sens différenciés totalement. Ou alors un seul qui va englober un peu plus tout, dont la thermoception. Plus on va aller plus loin et plus on va dissocier les choses dans des petites catégories, en effet. Mais sinon, oui, ça reste... Enfin, dans le sens du toucher, on a les récepteurs du chaud et du froid, donc de la température. Il y a une cause contemporaine d'actualité sur la perte du goût et de l'odorat, c'est le Covid. Oui. Vous avez une explication? Je m'y suis pas plus pensé que ça, parce que j'ai vu qu'il y avait des conférences dessus, qui arrivaient après, il me semble. Donc du coup, j'ai pas cherché plus loin, donc je ne pourrais pas vous répondre plus que ça. Je suis désolé, j'avoue que j'ai pas cherché les causes et les conséquences de ça. Parce que je voulais pas empiéter sur les plates-bandes des autres. Mais c'est vrai que c'est une question qui m'avait taraudé, et quand j'ai vu qu'il y avait d'autres, j'ai dit je ne peux pas trop en parler vu qu'il y a la conférence après qui intervient dessus. Merci beaucoup. Merci à vous.